bienvenue sur Chancela Tchela News. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous, avec le docteur Noël Tchiani, Mouadiam Vita, économiste et banquier. Il est beaucoup plus. On va parler avec lui des différents sujets d'actualité de notre pays. On va commencer avec John Numbi qui est en partance pour les Zimbabwe. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est au Congo? Qu'est-ce qui lui a occasionné? Finalement, on ne sait plus quoi dire parce qu'on a l'impression que et la DGM et la NER ne sont pas actifs alors que ce sont des gens qui naturellement sont poursuivis par la justice. On va essayer de comprendre plus avec lui. On parlera également de la disparition dans la foulée comme ça de Caleb Mouton. C'est la même bande qui continue et on parlera aussi des propositions des réformes électorales faites par Martin Fayulu et Adolphe Muzito en ce qui concerne les élections de 2023. Comment ils feront passer ces réformes, sachant qu'ils sont minoritaires au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faudrait réviser la Constitution? Est-ce qu'il faudrait réviser la loi électorale? On va en comprendre plus avec notre invité. On partira également du côté de la formation du gouvernement. Qu'est-ce qui bloque? On a l'impression que c'est la répartition des postes ministériels qui bloque tout parce que tout le monde veut être ministre, en même temps député, en même temps PCA d'une entreprise publique. On va en parler certainement qu'on va achever avec différents sujets d'actualité qu'on a réservés pour vous. Docteur Noël Tchiani, Mouadiam Vita, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir beaucoup. Merci surtout d'accepter de répondre à nos questions. Première préoccupation, qu'est-ce qui a facilité la sortie de John Numbi de la RDC pour le Zimbabwe, sachant quand même qu'on a la sécurité, on a quand même l'Agence nationale des renseignements? Oui, les faits qui sont reprochés à John Numbi, notamment la mort de Floribert Chebeya dans des conditions très louches, très suspectes, la mort de Fidel Nazama, qui était le chauffeur et le conseiller de Floribert Chebeya, deux compatriotes de grande valeur, et dont les vies ont été arrêtées sur ordre certainement, d'après ce qu'on a entendu jusqu'à présent comme témoignage, sur ordre de John Numbi, qui recevait peut-être des instructions de la part aussi de sa haute hiérarchie. Ces faits sont tellement graves que nous, en tant que peuple congolais, dans un état de droit naissant, nous avons besoin de connaître la vérité. Pour qu'on connaisse la vérité, il me semble que les personnes qui étaient impliquées, les policiers qui avaient participé à l'opération, un à un sont sortis de même pour dire ce qui s'est passé. Nous avons besoin maintenant d'avoir un procès en bonne et due forme pour qu'on entende toutes les parties prenantes et surtout qu'on entende le commanditaire de ces crimes odieux, commanditaire principal qui se trouve être John Numbi. Alors maintenant, si John Numbi, voyant la justice venir, a pris la fuite pour aller se réfugier, d'après ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, au Zimbabwe, c'est un aveu de culpabilité. Il se reconnaît coupable d'avoir commandité ce double meurtre. Et il connaît à quelle peine il doit s'entendre, lui, en tant que général de l'armée ou de la police. Qui a organisé cela? Je devine qu'il doit y avoir aussi d'autres personnes au-delà de John Numbi qui ont été des commanditaires donc, de ce crime-là. Mais ce qui est important pour l'instant, c'est qu'on fasse tout pour l'extradition de ce monsieur du Zimbabwe pour qu'il revienne en République démocratique du Congo et qu'il puisse faire face à la justice. Nous avons l'avantage aujourd'hui d'assumer en tant que République démocratique du Congo la présidence de l'Union africaine et d'entretenir de bonnes relations avec tous les pays africains et en particulier le Zimbabwe. Il est important que notre chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi, utilise de son aura au niveau de l'Union africaine pour obtenir du Zimbabwe le rapatriement ou l'extradition de ce monsieur-là pour qu'il vienne faire face donc à la justice. Cela est important pour la crédibilité de notre système de justice, mais aussi c'est important pour la crédibilité du mandat de Félix Antoine Tshisekedi en tant que président de l'Union africaine. C'est important pour la crédibilité de nos services de sécurité. Comment est-ce que quelqu'un qui était suspecté, qui devait être sous surveillance,
24 heures sur 24 heures, comment il a pu sortir sans être tracassé pour se retrouver au Zimbabwe? Ce sont des questions auxquelles nous devons trouver des réponses. Bref, pour me résumer, il nous faut ramener John Numbi par tous les moyens en République démocratique du Congo pour qu'il vienne faire face à la justice. On a l'impression que l'ANER, l'Agence nationale de renseignement, notamment la justice de notre pays, ils ne sont pas en commun accord avec ce que le président de la République appelle l'état des droits. On a l'impression que l'état des droits ne fonctionne qu'à Kinshasa, alors qu'au niveau des provinces, ça ne marche pas. Bon, je ne saurais pas affirmer cela parce que je n'ai pas tous ces éléments-là. Mais tout ce que nous pouvons constater, c'est que ce soit dans le cas de John Numbi ou dans le cas de Kalev Moutonde, il est incompréhensible comment ces gens-là peuvent se déplacer comme ils veulent et disparaissent comme ils veulent, alors qu'ils étaient suspectés au grand jour, sans que les services de sécurité donc ne sachent les surveiller et mettre la main dessus. Donc, je pense qu'il y a des failles dans le fonctionnement du système de sécurité de la RDC, l'ANER. Et d'ailleurs, cela doit interpeller le chef de l'État. Il faut peut-être saisir cette opportunité-là pour faire des changements qu'il faut, restructurer les services de sécurité pour que nous soyons en mesure d'obtenir les informations non seulement sur des questions de sécurité intérieure, mais également être informés de ce qui se passe à l'extérieur et surtout dans le domaine donc des militaires. Il appartient au chef de l'État d'initier donc ces réformes-là parce qu'un pays sans système de sécurité fonctionnel, c'est un pays qui peut se faire attraper à tout moment par des ennemis de la République. Voilà, des John Numbi pour Kalev Moutonde. Je ne sais pas, vous partagez les mêmes avis avec André Alain Atundou, cadre du Front commun pour le Congo, qui estime que Kalev ne peut pas se présenter à la justice parce qu'il a gardé les secrets d'État pendant tout le temps qu'il a été aux côtés de Joseph Kabila. Je suis choqué qu'André Alain Atundou, en tant que haut cadre de ce pays, en tant qu'ancien d'ailleurs des services de sécurité, qu'il puisse avoir un langage de ce genre-là. Lorsque quelqu'un a été au service du pays et qu'il a des informations sécuritaires sur le pays qui touchent à la souveraineté du pays, on peut le préserver de pouvoir dévoiler ces informations-là en public dans un procès. Mais ici, il s'agit des crimes commis contre des individus, des crimes odieux, bien spécifiques, bien connus. Il s'agit soit de la mort de Chebeya et de Bazana, soit il s'agit de tortures qui ont été faites sur des individus des Congolais comme les Jean-Claude Mouyambo, Christopher Ngoy et consorts. Ça n'a rien à voir avec la sécurité du pays. Donc il est important que Kalev Moutonde se présente à la justice, qu'il se fasse entendre, qu'on puisse le laver de tout soupçon ou de toutes les accusations, ou bien qu'il puisse subir la rigueur de la loi, parce qu'il n'a pas respecté lui-même les lois de la République qui garantissaient à Christopher Ngoy, à Jean-Claude Mouyambo et à d'autres compatriotes leurs droits civiques, leurs droits humains. Il n'a pas respecté cela dans l'exercice de ses fonctions officielles. Donc, je pense que M. André Alain Atundou est en train de faire une confusion entre les secrets d'État et aussi des crimes commis sur des individus congolais au nom je ne sais de quel principe. Il faut donc que Kalev Moutonde soit ramené de gré ou de force devant la barre, qu'on le juge, qu'on l'entende, pour que ça puisse servir de leçon à d'autres compatriotes qui travaillent dans ces services-là pour l'avenir. Une petite parenthèse avant de continuer avec le sujet que j'ai annoncé ici à mon entrée. Vidier Chimanga, conseiller politique stratégique du président de la République, qui a animé la toile ces week-ends en exigeant en quelque sorte la libération de Vital Kamerhe, et il assume, il a dit que nous sommes dans la démocratie, il faut quand même que la justice fasse équitablement son travail, il faut que Vital Kamerhe soit libéré parce que jusque-là, la justice n'arrive pas à prouver sa culpabilité. Ça ne peut pas entacher à sa fonction en tant que conseiller du chef de l'État, pendant que le président est en train de lutter quand même contre l'impunité, la corruption, les détournements et autre chose. Bon, j'ai vu aussi ces déclarations-là sur la toile. Et je pense que quand on assume des fonctions publiques, il faut avoir ce qu'on appelle le devoir de réserve.
lorsque les institutions de la République, notamment la justice, s'est prononcée et a prononcé la culpabilité de quelqu'un accusé d'avoir détourné des fonds publics, je pense que les conseillers du chef de l'État devraient s'empêcher d'interférer avec la procédure de justice. Parce que si Vijay Chimanga déclare que Kamere est innocent et qu'il faut le libérer, ça interfère avec les positions de la justice qui s'est déjà prononcée. Et surtout qu'il y a un autre procès qui va venir, le procès en appel. Moi, je lui aurais conseillé de ne pas interférer dans les processus de justice, de rester, de garder ses opinions privées en dehors de la justice pour que la justice donc puisse fonctionner librement, entendre le cas. Nous avons tous suivi le procès de Vital Kamerhe au niveau du tribunal de grande instance. Et nous avons tous vu qu'il y a eu des choses, des zones d'ombre qui ont conduit à la culpabilité, à la condamnation de Vital Kamerhe. Maintenant, s'il a des éléments nouveaux, pas simplement ce que nous avons vu à la télévision, parce que basé sur ce qu'on a vu à la télévision, il a été condamné de façon très correcte. Maintenant, s'il a des éléments nouveaux qui peuvent prouver son innocence, ils n'ont qu'à porter cela au niveau de la cour d'appel. Mais il n'appartient pas à un conseiller de la République d'interférer dans le processus de justice en disant qu'il est innocent, qu'il faut le libérer. Je pense que là-dessus, Vijay Chimanga n'a pas raison. Vijay Chimanga n'a pas raison. D'un sujet à un autre, la formation du gouvernement. Avant d'entrer en détail, qu'est-ce qui bloque? Parce que vous avez notamment participé aux consultations. On estime qu'à partir des consultations du président de la République, la nomination de Modeste Ebati Lukwebo en tant qu'informateur, les consultations à nouveau du nouveau Premier ministre, naturellement, en ces moments précis, on allait déjà avoir un gouvernement au regard de besoins qui se présentent au milieu de la population. Je pars, moi, du principe que ce pays est confronté à des grands défis de développement. Nous avons chaque jour des gens qui meurent de faim. Nous avons chaque jour des gens qui sont confrontés à des catastrophes naturelles telles que les pluies diluviennes, des gens qui se retrouvent donc à la belle étoile et qui ne savent pas à quel point c'est voué. J'ai vu hier un reportage dans les hôpitaux de l'État, mais également des hôpitaux privés, des enfants congolais qui sont pris en otage parce que leurs mamans n'ont pas de moyens pour pouvoir payer les factures après accouchement. Donc nous avons des gens qui n'ont pas de travail, qui cherchent à trouver du travail, qui ont besoin d'être assistés par l'État en mettant en place un bon environnement pour le développement du secteur privé, pour qu'on puisse créer des emplois pour tout le monde. Nous avons des défis d'accès à l'eau potable, à l'électricité. Tous ces défis de développement sont tellement énormes que nous devons, en tant que pays, être pressés pour les résoudre systématiquement chaque seconde qui passe ici, qu'on travaille sur un nouveau défi et qu'on avance. Il est incompréhensible que depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement. Le gouvernement qui est là est démissionnaire. Ilonga Inukamba, il a disparu. D'ailleurs, on ne sait plus qu'est-ce qu'il fait ces jours-ci. Il n'y a plus de réunion donc de conseil des ministres. Le Premier ministre a été désigné depuis un mois maintenant. Il a fait des consultations, il a terminé. Moi, j'aurais conseillé au Premier ministre de faire des consultations en 3 jours et le 4e jour de sortir le gouvernement et de montrer que nous sommes pressés pour régler les problèmes du pays. Et j'ai vu que le Premier ministre a dit que urgence ne veut pas dire donc précipitation, mais il n'y a pas précipitation au bout de 30 jours. Ça devient trop de lenteur. Moi, je pense qu'on doit prendre des choses avec beaucoup d'urgence parce que les besoins du pays sont tellement énormes que nous avons besoin de ne pas marcher à la vitesse normale. Nous devons doubler d'efforts, tripler d'efforts pour aller très vite. Donc ce n'est pas une question d'urgence, c'est une question d'être pressé pour régler les problèmes qui touchent donc à la situation donc, du pays. Par conséquent, je ne connais pas ce qui bloque. J'ai compris que ce sont des questions de partage de responsabilités. Justement. Et moi, je me suis érigé contre ce système de partage de responsabilités entre les regroupements politiques soi-disant qui ont les poids politiques. Et je vous dis qu'il n'y a aucun regroupement politique qui a plus de poids que d'autres dans ce pays-là. Nous sommes 105 millions d'habitants. Chacun de nous, 105 millions, nous comptons de la même façon. Un individu qui prétend avoir eu autant de députés parce qu'il a utilisé l'argent qu'il avait volé du trésor public pour pouvoir donc s'acheter autant de députés, c'est juste honteux ce système-là. Moi, je souhaiterais que le Premier ministre forme son gouvernement en tenant compte des critères que lui-même nous avait annoncés, mais je voudrais peut-être les recentrer
si j'étais à sa place, je ne reprendrais pas dans mon gouvernement quelqu'un qui a été ministre avant ou qui est ministre même dans le gouvernement sortant. Je ne prendrais pas dans mon gouvernement quelqu'un qui a été député ou qui se trouve au Parlement aujourd'hui dans l'Assemblée nationale ou bien au niveau du Sénat. Et la plupart de ces gens-là, une fois qu'on les prend dans l'exécutif, ils laissent au niveau du Sénat ou au niveau de l'Assemblée nationale les membres de leur famille. J'estime que c'est biaiser le système démocratique. Il ne faut pas prendre ces gens-là dans le gouvernement. Maintenant, il faut prendre des gens qui sont techniquement compétents, des technocrates, qui ont la grande capacité donc de travailler, et des gens qui sont d'une moralité, d'une intégrité irréprochable. Et enfin, des gens qui, si je peux dire, qui n'ont pas de casier judiciaire, qui n'ont pas d'antécédents au niveau du tribunal. Ces gens-là, on peut les trouver et on peut faire un gouvernement de qualité. Tous ces voleurs de la République que nous connaissons tous, qui ont été impliqués dans la gestion du pays, qui nous ont amené des problèmes que nous avons aujourd'hui, il faut les tenir en dehors donc de l'exécutif. Donc, si le Premier ministre utilise ces critères-là, moi je pense qu'il est capable de pouvoir former un gouvernement rapidement. Advienne que pourra, vous savez quoi, à un certain moment, il faut s'assumer. On ne doit pas essayer de trouver un accord avec des gens qui tous, ils disent, ils veulent faire partie du gouvernement. Nous sommes 105 millions d'habitants, nous avons 800 partis politiques. Si chaque parti politique doit avoir un ministre, nous avons un gouvernement de 800 ministres. Ce n'est plus faisable, ce n'est pas possible. Donc, il faut s'assumer, il faut composer le gouvernement d'après les critères que je viens d'énumérer là, ou les critères que le Premier ministre lui-même a dû élaborer avec le chef de l'État, sortir ce gouvernement et expliquer à la population. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, ben, on va mobiliser la population contre cet individu-là ou bien son groupe, son regroupement politique. Mais il faut qu'on avance, on ne doit pas chercher à plaire à tout le monde. En cherchant à plaire à tout le monde, nous allons tourner en cercle comme nous tournons en cercle aujourd'hui, et les défis de développement auxquels nous devons faire face vont rester donc entiers, sans être résolus pour la population. Mais est-ce que cette situation de répartition, notamment de postes ministériels, ne met pas en danger la vie prochaine ou les futurs plutôt de l'Union sacrée, sachant qu'on a quand même entendu toutes les sources nous révéler, Moïse Katumbi autant des ministères, UDPS autant des ministères, mais ceux-là qui se sentiront lésés ou qui ne vont pas se retrouver ne pourront pas se retirer de l'Union sacrée et du coup l'Union sacrée sera fragilisée. D'avoir l'Union sacrée était de mettre tout le monde ensemble, de conscientiser tout le monde et de gérer le pays ensemble. C'est-à-dire gérer le pays ensemble, c'est reconnaître que nous avons mal géré jusqu'à présent, nous n'avons pas réalisé des objectifs de développement pour notre pays qu'il fallait. Maintenant, si tout le monde reconnaît cela, le principe c'est de se mettre ensemble et qu'on sélectionne les meilleurs parmi nous, parmi les gens membres de l'Union sacrée. Mais si on se met ensemble avec l'idée que vous ne resterez dans l'Union sacrée que si on vous prend et vous devenez membre du gouvernement, c'est que vous n'avez pas compris donc le rôle de l'Union sacrée. Et vous n'avez pas compris pourquoi nous avons échoué en tant que pays. Dans ces conditions-là, vous n'êtes pas bon pour l'Union sacrée. Donc, moi, je me moque de ces gens-là quand j'entends qu'il faut qu'on leur donne autant de ministères, autant de vice-ministères, autant de... Il y a même des gens qui ont le culot de pouvoir aller là-bas et de dire donnez-nous le ministère de la Défense, le ministère des Finances, la Banque centrale, donnez-nous ces six-là. Mais ils réclament tout ça. Moi, je me pose la question, mais alors qu'est-ce qui reste pour le chef de l'État? Parce que si eux qui sont venus, qui n'étaient même pas candidats aux élections et qui réclament autant de choses, mais le chef de l'État qui était candidat et qui a gagné ces élections-là, vous allez lui laisser quoi? Moi, je conseille au Premier ministre, au chef de l'État, de réserver tous les postes régaliens au chef de l'État, c'est-à-dire les finances, la défense, l'intérieur, les affaires étrangères, la justice. À cela, il faut lui donner certaines marges de manœuvre en ce qui concerne la gestion économique du pays. Je dirais le développement rural et y ajouter le ministère du portefeuille et enfin les mines. Il faut laisser au chef de l'État qu'il mette des gens qui peuvent travailler avec lui maintenant, parce qu'il faut contenter tout le monde, qu'on prenne le reste des ministères, qu'on donne 1 ou 2 ministères donc à tel ou tel regroupement, ça suffit largement. Mais les égoïstes qui viennent en disant nous devons avoir 7 ministères, 5 ministères, si vous ne nous donnez pas, nous sortons donc de l'Union sacrée ou bien nous allons paralyser les pays. Il faut les envoyer peut-être qu'ils aillent dans les pays d'où ils sont venus pour qu'ils viennent à Non, mais ils sont quand même des Congolais, on va les envoyer où? Ils sont quand même des Congolais. Oui, mais s'ils ne veulent pas que le Congo avance, ils doivent être venus de quelque part d'une autre planète.
S'ils sont Congolais et ils pensent que le Congo doit avancer, qu'ils acceptent de faire des compromis parce que nous sommes 105 millions d'habitants. Quand nous sommes 105 millions d'habitants, on ne peut pas tout avoir tout seul, sinon on est égoïste. Donc, vous acceptez que le Premier ministre ait les mains libres de constituer son gouvernement. Si vous n'acceptez pas, retournez sur la planète Mars, allez vivre là-bas et laissez les Congolais donc avancer. Mais est-ce qu'on est censé être en même temps député national et c'est prétendre à être également ministre? Pourquoi alors vous êtes député si vous souhaitez être ministre? Je l'ai dit tout à l'heure là que si j'étais le Premier ministre, ceux qui sont au Parlement et au Sénat doivent rester au Parlement et au Sénat. On ne doit pas les prendre dans l'exécutif. Ils ont déjà du travail. Nous avons 105 millions d'habitants, tout plein, 85% de la population au chômage, qu'on tire parmi les chômeurs là, professionnels, et qu'on les mette dans l'exécutif. Ceux qui sont au Sénat, à l'Assemblée nationale, qu'ils restent là-bas. Ceux qui ont servi avant comme des ministres dans des gouvernements antérieurs, qui prennent donc du repos pour qu'ils fassent autre chose. Mais qu'on donne la chance à d'autres Congolais. Nous sommes fatigués de cette situation de conflit d'intérêts là, où chaque membre du gouvernement a laissé au niveau de l'Assemblée nationale du Sénat sa femme ou sa fille ou son fils ou son cousin, et quand ils viennent, ils veulent tous accaparer, le tout reste donc dans les mains de leur famille. Et le reste de la République, finalement, donc, qui va travailler pour eux? Par conséquent, je veux que le président de la République et le Premier ministre s'assument en mettant fin à cette situation de conflit d'intérêts. Ceci m'amène d'ailleurs à la nécessité de revoir la Constitution, de réviser la Constitution et la loi électorale. La révision de la Constitution et de la loi électorale doit bâtir en son sein des questions de conflit d'intérêts, la lutte contre les conflits d'intérêts. Ces gens-là ils sont élus et ils laissent derrière leurs femmes, leurs enfants, ainsi de suite, là, on doit interdire ces choses-là légalement. Deux, il y a d'autres choses qui doivent être prises en compte dans la révision de la loi électorale et de la Constitution. Ces choses sont lesquelles? Un, le système de choix du président de la République et des sénateurs et des gouverneurs de province. Il faut que ce soit fait d'après le mode de scrutin au suffrage universel direct, qu'il soit élu par le gouvernement, par la population directement, qu'on évite ces histoires d'avoir le mode de scrutin indirect qui a bâti en son sein le système de corruption. Parce qu'il suffit d'avoir 3-4 députés parlementaires, députés provinciaux. Vous leur donnez de l'argent, vous devenez sénateur ou bien vous devenez gouverneur de province. Il faut qu'on enlève ce système-là, qu'on revienne au système de suffrage universel direct. Deux, qu'on introduise l'exigence d'avoir des débats obligatoires au niveau de la présidentielle. Trois, qu'on ait le système d'élection à 2 tours. Comme ça, au premier tour, on s'élimine mutuellement, il y a trop de candidats, on reste avec 2-3 candidats au niveau du deuxième tour et que les meilleurs puissent présenter leur vision de développement au pays, qu'on élise les présidents de la République ou les gouverneurs des provinces basés sur les programmes qu'ils ont présentés à la population, sur la vision qu'ils ont présentée à la population. 3, il faudrait, toujours au niveau de la présidence de la République, qu'on puisse réviser le critère d'éligibilité de candidat président de la République. Comment procéder? Vous savez, sous la période donc, de Zaïre pays, la fonction de président de la République était limitée aux Congolais nés de pères et de mères congolais. Il faut qu'on revienne à ce système-là. Il y a trop d'infiltrés dans notre système et qui sont venus, qui sont des chevaux de Troie pour les pays étrangers. Nous devons revenir pour protéger cette fonction-là, qu'elle soit réservée aux Congolais de souche, c'est-à-dire de père et de mère, Congolais de façon vérifiable. Mais jusque-là, on n'a que des Congolais qui prétendent plutôt à briguer cette magistrature suprême. Bon, je dis bien, je ne veux pas personnaliser les débats. Okay. Je veux que ce soit un critère inclus très clairement dans la Constitution. Que désormais, quand vous êtes candidat là, on va vérifier votre père, il est qui, votre mère, il est qui, votre père, il est venu d'où, votre mère est venue d'où. Et quand on vérifie ces choses-là, vous allez voir qu'on aura déjà moins de candidats à cette fonction-là que ceux que nous avions connus dans les élections antérieures. Donc, il faut que ce soit clair. Et je répète que les candidats à la présidence de la République démocratique du Congo soient de pères et de mères congolais, sur toute la ligne. Il n'y a pas de confusion. Chaque pays protège cette fonction-là pour des raisons qui lui soient propres. Vous savez, aux États-Unis, vous pouvez être américain, mais vous ne pouvez pas être éligible à devenir président de la République si vous n'êtes pas né sur le territoire américain. C'est ainsi que des brillantes têtes telles que Henry Kissinger, Madeleine Albright,
ou bien Arnold Schwarzenegger, qui ont été des gouverneurs de province ou des secrétaires d'État, des ministres des Affaires étrangères, très brillants, très distingués, avec des performances hors commun, ne sont pas éligibles pour être président des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés aux États-Unis, c'est ça que la loi exige. Nous aussi, nous devons protéger cette fonction-là en disant que vous pouvez être candidat à la présidence de la République si vous êtes né de père et de mère congolais. Et je veux vraiment que les gens puissent tenir compte de ça dans la prochaine révision de la Constitution, mais aussi dans la prochaine révision de la loi électorale. Maintenant, il y a d'autres choses à faire. Je ne pourrais pas énumérer tout, notamment les Congolais de la diaspora. Il faut les enrôler suffisamment tôt pour qu'ils soient éligibles à pouvoir voter, mais aussi à se présenter aux élections. Il faut introduire le système de la nationalité congolaise d'origine ne se perd pas. Si vous allez à l'étranger, vous prenez d'autres nationalités, c'est votre affaire. Mais votre nationalité congolaise d'origine, elle est liée à d'où vous êtes venu. Votre père est congolais ou votre mère est congolais, vous êtes congolais. Mais vous ne pouvez pas aller à l'étranger. Si vous prenez d'autres nationalités, vous revenez au Congo. Nous, on ne veut pas connaître ce que vous avez pris comme nationalité à l'étranger. Nous vous connaissons en tant que Congolais, un fils à nous, une fille à nous. Si on fait ces choses-là, moi je pense que nous allons parfaire le système démocratique et les élections futures vont être meilleures que celles que nous avons connues dans le passé. Je voudrais revenir sur l'éligibilité des Congolais à la présidence de la République. Vous savez, sous la période de Mobutu, Kengo Adondo n'était pas éligible pour être candidat à la présidence de la République. Et il n'avait pas protesté donc à l'époque. Donc, nous devons verrouiller ces choses-là pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore et permettre à n'importe quel mercenaire de venir s'introduire dans notre pays au niveau de la présidence de la République et prendre le Congo qu'il va commencer à disséquer et à vendre à ses cousins, à ses oncles. Donc, je ne sais pas venu de quelle planète. Avant de continuer, plus tard, Madame, Messieurs, on va parler du recensement pour vraiment cerner les contextes de ce que Monsieur Noël Tchani est en train de nous expliquer en ce qui concerne la révision de la loi électorale. Pour boucler ce qui concerne l'union sacrée ou la formation du gouvernement, si les présidents de la République avaient mis en place une charte de conduite ou d'adhésion, c'est-à-dire que les conditions d'adhésion à l'union sacrée sont définies, peut-être qu'on n'allait pas aboutir à ces blocages visibles en ce qui concerne la formation du gouvernement. Vous avez raison, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je voudrais demander que ce soit au niveau du président de la République ou même de l'union sacrée elle-même, que les gens élaborent le règlement d'ordre intérieur, qui est des règles à suivre pour être désigné représentant de l'union sacrée dans telle ou telle institution. Et les règles qui définissent le modus vivendi, la vie en communauté, doit être réglementée. Donc je pense que c'est important. Si on définit ces règles-là, ça va permettre peut-être une meilleure sélection des candidats qui vont représenter l'union sacrée au niveau de telle ou telle institution. Donc il aurait fallu qu'on fasse cela bien avant, mais si on ne l'a pas fait, ce n'est pas la fin du monde. Il n'est pas trop tard pour le faire. Je souhaiterais qu'on puisse travailler là-dessus pour parfaire la façon dont l'union sacrée donc est constituée et comment elle va travailler pour être utile au pays. Pour être utile au pays, parlons cette fois de Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito, qui ont vulgarisé ces week-ends leurs propositions de loi, leurs réformes électorales qu'ils sont en train de proposer pour les remaniements au sein du bureau de la CENI. Ils ont expliqué aux étudiants ce qui suit. Il faut dépolitiser la CENI. Il ne faut pas que les acteurs politiques, plutôt les membres du bureau de la CENI ne viennent des partis politiques. Vous partagez les mêmes avis, que la représentation au sein du bureau de la CENI soit tout simplement accordée aux confessions religieuses et non pas des partis politiques? Non, je ne partage pas cette opinion-là. Je considère que les confessions religieuses, dans le passé, elles ont fait partie du problème. Vous savez, si on a eu la confusion lors des résultats de décembre 2018, des élections de décembre 2018, en partie, les confessions religieuses faisaient partie donc de ce fiasco-là. Ils se sont prononcés et ils n'ont pas été en mesure de prouver que telle personne avait gagné avec autant de pourcentage. Donc, les confessions religieuses faisaient partie du problème et on ne peut pas tout prendre, mettre dans leurs mains aujourd'hui comme s'ils étaient donc des saints simplement. De ce point de vue-là, il est important que nous puissions... J'ai compris que Martin Fayoulou et son copain là, ils ont fait une autre proposition, que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur, c'est ça? Si cela est le cas, moi je serais d'accord qu'on puisse confier cette mission au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais il faut qu'on s'assure que les gens qui vont travailler sur ces questions-là
soit compétent, qu'il soit d'une grande intégrité, qu'il dépolitise les choses pour que les élections ne soient pas l'occasion pour un parti, soit au pouvoir, soit un groupe de partis politiques, d'exercer l'influence donc sur les résultats donc à sortir après les élections. Donc si on peut trouver un cadre pour que cela soit fait, je serai tout à fait partisan donc de cette option-là. Mais si on ne peut pas remettre l'organisation des élections dans les mains du ministère de l'Intérieur, comme ça se passe donc partout dans d'autres pays, il faudrait alors qu'on ait une commission électorale nationale indépendante constituée de gens intègres, des gens propres, d'une grande moralité et qui sont au-dessus de tout soupçon et des personnes qui sont techniquement compétents. J'en connais quelques cadres. Parmi les prétendants pour diriger donc la CENI, j'en connais quelques cadres qui sont des experts au niveau africain, au niveau international, donc dans ce domaine-là, et sur qui la RDC peut s'appuyer pour l'organisation donc des élections. Mais il faut que la désignation de ces gens se fasse de façon consensuelle, de façon transparente, pour permettre à tous les candidats qui veulent se positionner, qui veulent se présenter, de se présenter et qu'on sélectionne donc les meilleurs. On évite, qu'on évite ce qui est arrivé lors du processus avorté de désignation du président de la CENI, où on avait éliminé des gens de tel coin, de tel espace linguistique, parce que pour ceci, pour cela, il faut donner la chance à tous les Congolais, sans distinction. Et maintenant, si les confessions religieuses interviennent dans le choix de ces gens-là, qu'elles interviennent de façon transparente, qu'on désigne la meilleure personne et qu'on évite donc le système qui a conduit à ce que Ronsard Malonda, qu'ils avaient entériné, et soit rejeté donc par la suite. Pourquoi? Parce que les confessions religieuses avaient péché dans le processus de désignation et ils n'ont pas prouvé qu'elles étaient vraiment donc religieuses. Ils ont été manipulés soit par l'argent, soit par d'autres facteurs qui n'ont pas permis à ce que leur choix soit donc crédible, soit donc acceptable par tout le monde. Tout en exigeant le départ de Corneille Nangaa à la tête de la CENI, Martin Fayulu lui exige également de pouvoir publier les résultats des élections de 2018 par province pour confirmer sa victoire. Je suis d'accord que Corneille Nangaa a fait son temps. Je pense qu'il a fait, c'est un mandat ou deux mandats? Deux mandats, non? Naturellement. Bon, il a fait son temps est arrivé à la fin, il faut qu'il soit remplacé. Donc aucun d'entre nous dans cette République n'est irremplaçable. Il a fait son travail, il a terminé son mandat, c'est terminé avec les élections de décembre 2018. Il faut qu'il cède la place et quelqu'un d'autre le remplace. Et je crois que, connaissant le président Nangaa, il ne demande que ça. Il veut qu'il soit remplacé le plus rapidement possible. Maintenant, en ce qui concerne la publication des résultats, je crois que dans le cadre du travail de la CENI, il y a exigence à ce que, après la tenue des élections, qu'il y ait un rapport qui soit fait par la CENI et qui soit présenté, je pense, au niveau du Parlement. C'est ce rapport-là qu'il faut que Nangaa présente et ses copains au niveau de la CENI. Je ne veux pas lui demander qu'il aille commencer à proclamer des nouveaux résultats aujourd'hui, au-delà de cette exigence légale de faire un rapport sur le déroulement des élections, les détails de tout ce qui a été réalisé comme résultat. S'il a déjà présenté ce rapport au niveau de l'Assemblée nationale, tant mieux. S'il ne l'a pas encore fait, je l'encourage donc à pouvoir le faire avant de pouvoir jeter donc le tablier. Martin Fayulu a confirmé également devant les étudiants congolais qu'il sera candidat en 2023. Entre-temps, il ne reconnaît pas la légitimité du pouvoir en place, alors que s'il y aura des élections en 2023, ce sera le même pouvoir qui va devoir organiser ces élections-là. N'est-ce pas ça une contradiction et emmener les gens dans l'embrouille? Bon, il y a beaucoup de contradictions qui sortent de la bouche de mon ami Martin Fayulu. S'il est candidat en 2023, je vais pouvoir le confronter au niveau donc des urnes et je pense que je vais le battre. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, si Martin Fayulu pense qu'il a une vision pour le pays, je l'invite dans un débat télévisé, lui et moi, parce qu'il prétend diriger le Congo en 2023. Je voudrais que le Congo soit dirigé par quelqu'un qui a une très bonne vision de gestion du pays, une bonne vision du développement du pays, alors qu'il accepte qu'on ait un débat télévisé déjà et un pré-débat, pré-électoral, sur nos visions de développement pour que les Congolais soient édifiés et choisissent la meilleure personne qui puisse diriger ce pays-là. C'est un défi que je lui lance. De son côté, Adolphe Muzito, qui était sur le podium au même moment que Martin Fayulu, a lancé un appel disant que Lamuka est prêt à aller au dialogue et sous les bons auspices des évêques de la Cinco. J'ai peur que M. Muzito soit confus.
et M. Martin Fayulu, j'ai peur qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Le président Félix Antoine Tshisekedi était ouvert à un dialogue avec lui, à parler avec lui, à le rencontrer, discuter avec lui. Quand? Bon, depuis qu'il a assumé donc la présidence de la République, Okay. c'est Martin Fayulu qui a refusé ce dialogue-là. Ce qu'il propose là, les confessions religieuses, il y a eu des confessions religieuses qui l'ont contacté, qui ont parlé avec lui, qui lui ont dit « Venez autour de la table, nous allons parler autour de la table de la fraternité congolaise ». Il a refusé de venir. Il posait des questions, il posait des conditions qui ne sont pas du tout faisables. Au début, il demandait que le président Félix Tshisekedi démissionne avant de pouvoir le rencontrer. Ce n'était pas possible de le faire. Et ensuite, il demandait que non, autour de la table, il faut qu'il y ait Félix Tshisekedi, il faut qu'il y ait Martin Fayulu et il faut qu'il y ait Joseph Kabila. Soudainement, il était devenu le porte-parole de Joseph Kabila. Donc, on a considéré que toutes ces choses-là étaient une distraction. Ça ne nous permettait pas donc d'avancer. Si aujourd'hui, il revient aux bons offices, comment est-ce qu'on dit? Il revient aux bons sentiments et qu'il demande qu'il y ait dialogue. Je ne sais plus, le dialogue, c'est pour faire quoi? Est-ce que les conditions qu'il posait avant n'existent plus aujourd'hui? S'il reconnaît aujourd'hui que pour dialoguer avec quelqu'un, il faut reconnaître. Reconnaissez que Félix Antoine Tshisekedi est président de la République. Il est même président de l'Union africaine et vous vous dites que vous ne le reconnaissez pas comme président de la République. Il a dit que c'est Kagame qui dirigeait. Bon, ces insultes-là qu'il adresse au peuple congolais, à la République démocratique du Congo, il doit en assumer les conséquences. Moi, je n'accepterai pas que mon pays soit dirigé par un Kagame d'une façon ou d'une autre. Nous connaissons le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui qui est président de la République démocratique du Congo. Si Martin Fayulu a des raisons de penser que c'est Kagame qui préside les réunions du Conseil des ministres au Congo et qui prend des décisions, c'est son droit. Mais moi, je ne connais pas ça. Donc, essayons de parfaire notre démocratie, mais ne disons pas des choses qui nous fassent humilier sur le plan international. Parce que si vous affirmez, vous êtes un leader congolais, vous affirmez que votre pays est dirigé par un président étranger et vous voulez devenir président de ce pays-là, comment? Donc allez alors demander à Kagame, allez organiser une élection entre vous et Kagame pour que vous puissiez gagner et diriger la RDC. Mais si vous voulez organiser des élections en RDC, vous voulez gagner des élections en RDC, reconnaissez les institutions de la RDC, reconnaissez aussi les dirigeants qui dirigent ces institutions-là. Et dans ce cas ici, le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Partons du côté de la Synco qui propose, elle aussi, un agenda 2023, feuille de route, je ne sais pas comment l'appeler comme ça. Est-ce qu'il y a un lien à établir finalement entre l'Union européenne qui met la pression sur le chef de l'État en ce qui concerne l'organisation des élections en 2023. Martin Fayulu également met la pression, la MOUCA en général met la pression sur le chef de l'État pour organiser les élections. En même temps, il y a aussi la Synco. Est-ce qu'il y a un lien à établir entre l'Union européenne, la Synco et la MOUCA? Tous ces gens que vous avez mentionnés, toutes ces organisations, toutes ces institutions parlent de la même chose. C'est la même chose que je dis. Nous avons un calendrier électoral qui prévoit la tenue des élections présidentielles, législatives, tous les 5 ans. Nous avons eu des élections en 2018. La prochaine étape, c'est des élections en 2023. Tout le monde reconnaît cette date-là. Maintenant, et même le président de la République, quand il parle à la télévision, il parle donc de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. C'est ça les délais constitutionnels. Donc tout ce monde-là répète la même chose qui est inscrite donc dans la Constitution. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est travailler en tant que Congolais, chacun dans les limites de ses responsabilités, pour que nous puissions respecter ce calendrier électoral. Pour arriver à respecter ce calendrier électoral, il y a des étapes préparatoires. Une des étapes préparatoires consiste à allouer des ressources publiques, de l'argent, de côté chaque année des ressources budgétaires, mettre dans un compte spécial pour l'organisation des élections. Est-ce que nous le faisons en tant que pays? Nous devons le faire en tant que pays. Si on ne met pas l'argent de côté, on doit penser à quel bailleur de fonds on va solliciter pour qu'il puisse nous aider à financer cela. Ça, c'est un travail qui doit être fait plusieurs années avant 2023. Parce que toutes les autres étapes dépendent de la disponibilité d'argent alloué à ce processus-là. 2, il y a des étapes préparatoires aussi à mener, notamment l'organisation du recensement de la population, la mise à jour du fichier électoral, la décision si on va continuer avec le système des machines à voter ou pas. Et s'il y a des machines à voter qu'on avait utilisées en 2018, est-ce qu'elles ont besoin d'être remises à jour
d'être updated, comme on dit en anglais, d'être mise à jour pour qu'elle soit en mesure de faire le travail qu'il faut ou pas. Et nous avons des questions sécuritaires. Comment est-ce qu'on va organiser des élections dans des coins où il y a toujours l'insécurité? Toutes ces étapes préparatoires nécessitent qu'on y travaille à partir de maintenant. D'ailleurs, pas à partir de maintenant. On aurait dû commencer à y travailler depuis 2018. Mais si on ne l'a pas fait et qu'il y a du retard jusqu'à aujourd'hui, redoublons des efforts pour que la contrainte que nous avons de tenir les élections en 2023, cette contrainte ne puisse pas nous empêcher de faire ce que nous devons faire donc avant 2023. Donc, on ne doit pas tout retarder et se réveiller la veille et dire, ben voilà, nous avons des élections. Donc, tout le monde que vous avez mentionné, je pense qu'il travaille avec cette logique-là. Moi, j'ai vu ce que propose la CENCO, ce n'est pas différent de ce que je suis en train de voir. J'ai vu ce que les amis de Martin Fayulu lui-même est en train de proposer. Je suis d'accord avec tout cela, mais avec quelques divergences sur certains points de détail. Et je crois que tous les politiciens, y inclus aujourd'hui, nous devons demander aux institutions officielles, c'est-à-dire le gouvernement qui va sortir, l'Assemblée nationale, le Sénat, et même tout le système de la justice. Nous voulons que tout le monde se mette au pas de la danse et commence à travailler pour respecter ce calendrier électoral qui doit avoir comme contrainte la tenue d'élections en 2023. Avant de chuter avec vous, Dr Noël Tchani, Modian Vita, la CENCO a rencontré les bureaux de l'Assemblée nationale, le bureau Mbosso, et après leurs échanges, la CENCO a lancé un appel à tous ceux qui veulent être des candidats en ce qui concerne la composition du bureau de la CENI. Au Congo-Brazzaville, en face ici, nous avons vu pour la tenue des élections, les présidents Denis Sassou Nguesso a refusé la supervision de l'Église catholique en ce qui concerne les déroulements des votes. Est-ce qu'au Congo, il faudrait également les faire parce que vous venez de dire là que la CENCO a prêté à confusion après la publication des résultats. Ils ont dit que voilà, nous possédons tel résultat, mais comme ils n'ont pas réussi à prouver aux yeux du monde, jusqu'aujourd'hui, il y a Martin Fayulu qui continue à combattre et à exiger la vérité des urnes. Il y a ceux-là aussi qui sont dans la confusion, qui n'acceptent pas totalement le fait que les chefs de l'État actuel a été élu par la population. Vous savez, moi, je suis catholique. Et je suis aussi démocrate. Donc je veux que la démocratie se passe normalement, mais que mon Église ne puisse pas perdre des plumes sur des questions électorales en RDC. Je crois que l'Église est animée de cette mission pastorale qui veut qu'on recherche la vérité, mais il faut que l'Église ne puisse pas non plus sortir trop du cadre de la Bible pour entrer dans le cadre politique et dans le cadre des élections. Il faut qu'il y ait une ligne droite entre les deux, une ligne de démarcation entre les activités religieuses, mais les activités électorales aussi. Cela étant, les prêtres et la CENCO doivent jouer son rôle dans notre communauté. Et dans le passé, il a été très impliqué dans les questions électorales ici. S'il propose donc un agenda pour organiser des élections donc dans de bonnes conditions et respecter le calendrier électoral donc de 2023, l'échéancier de 2023, j'aurais souhaité que ce calendrier-là soit discuté avec les instances appropriées. Malheureusement, les instances appropriées, l'une de ces instances, c'est celle qu'eux-mêmes doivent mettre en place, notamment la CENI. J'aurais souhaité qu'on focalise les efforts sur la mise en place de la CENI et que la CENI élabore un calendrier électoral et que ce calendrier électoral soit validé par toutes les parties prenantes, dont la CENCO, les partis politiques, la société civile et consorts. Mais ici, on est en train d'inverser les choses. C'est comme si la CENCO se met dans le siège du conducteur et commence à dicter son calendrier et tout le monde doit suivre. Je pense que ce n'est pas comme ça que les choses devraient marcher. Moi, je veux qu'on se focalise sur la désignation donc des nouveaux, la désignation des nouveaux membres du bureau de la CENI et que ces membres du bureau de la CENI soient investis de plein pouvoir, qu'ils élaborent un calendrier électoral. Ils peuvent utiliser les données déjà préparées par la CENCO ou bien présentées par d'autres leaders politiques, mais qu'on élabore un calendrier électoral réaliste qui tienne compte des contraintes qu'eux, ils connaissent en tant que bureau de la CENI, et nous allons évaluer donc ce calendrier-là, déterminer s'il est faisable donc ou pas. Mais mettre la CENCO avant le bureau de la CENI, j'ai peur qu'on mette donc, comment est-ce que vous dites ça en français, la charrue devant le bœuf, c'est ça? La charrue devant le bœuf. Il faut que la CENI soit dans le siège du conducteur
pour qu'elle soit dans le siège du conducteur, il faut qu'on désigne les animateurs de la CENI le plus rapidement possible et que ces gens se mettent au travail. Je voudrais, parce qu'on parle des animateurs de la CENI, qu'on évite les erreurs qui ont été commises. Et j'ai bien entendu que la CENCO a bien dit qu'on doit éviter ces erreurs-là. J'ai entendu Abbé Chollet répéter cela. Et moi, je suis catholique, je suis pardonnant à l'égard des erreurs qui ont été faites dans le passé. Qu'est-ce que nous devons faire? Dans le processus antérieur, on avait exclu les ressortissants de certaines provinces. Ce n'est pas du tout catholique. Dans mon église, on ne fonctionne pas comme ça. Il faut nécessairement qu'on ouvre les portes, que tous les candidats qui veulent se positionner, qu'ils puissent présenter leur candidature. Et une fois qu'ils ont présenté les candidatures, qu'il y ait des critères objectifs qui permettent qu'on élimine des candidats moins qualifiés que d'autres, moins expérimentés que d'autres, qu'on retienne 3 ou 4 candidatures de qualité. Et en ce moment-là, que les confessions religieuses vont entériner et présenter aux autorités appropriées, notamment l'Assemblée nationale, pour entériner le choix qu'ils auront donc proposé. Donc, mais il faut que ce processus soit transparent et qu'il soit ouvert à tous les candidats. Il ne faut pas exclure un ressortissant de telle ou telle province, comme cela a été fait pendant l'élection, donc qui n'a pas abouti donc dernièrement. Et pour finir, élection générale 2023 dans notre pays, recensement, identification de la population. Vous êtes plutôt pour les recensements avant les élections ou je ne crois pas que c'est possible de faire le deux à la fois. On ne peut pas identifier et faire l'enrôlement pour les élections au risque que les étrangers qui n'ont pas la nationalité congolaise, qui ne sont pas nés ici, qui ne sont pas identifiés en étant des Congolais puissent participer également aux élections. Je vais vous dire que le recensement est une activité importante dans un pays comme la RDC. Je vais vous dire pourquoi. J'entends les Congolais aujourd'hui, quand ils parlent, même les officiels, qui disent que nous sommes 80 millions d'habitants. Je vous informe que la population de la RDC aujourd'hui, là, elle est de 105 millions d'habitants. Vous vous rendez compte, donc nous avons 25 millions qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres qu'on utilise tous les jours, donc même au niveau officiel. Et vous, où est-ce que vous avez trouvé ça? Il y a des organisations qui font des extrapolations de la population basées sur les résultats des anciens recensements électoraux. On fait des simulations tenant compte du taux de croissance de la population, mais également du taux de mortalité, et on arrive à déterminer à combien nous sommes aujourd'hui. D'après ces simulations-là, nous sommes à 105 millions d'habitants aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Lorsqu'on veut concevoir les politiques publiques, pas seulement les élections, mais on veut concevoir des politiques publiques, il faut qu'on sache de combien de population la République démocratique du Congo dispose, et cette population est répartie comment, province par province, communauté par communauté. Je vais vous donner un exemple simple pour que les gens comprennent pourquoi c'est important qu'on connaisse le nombre de la population. La RDC a importé tout récemment 440 bus de transport de Transco, n'est-ce pas? Quand nous avons reçu ces 440 bus, je vais simplifier mon exemple pour que les gens comprennent facilement. À supposer qu'on cherche à répartir ces bus-là simplement entre la ville-province de Kinshasa et le Grand Kasaï. Nous connaissons que la ville-province de Kinshasa a une population de combien? 15 millions d'habitants. Le Grand Kasaï a une population de combien? On estime 5 millions d'habitants. À supposer qu'on ait à repartir simplement entre ces deux communautés-là. En utilisant les bus de 440 bus au total, on doit allouer 3 fois les bus à Kinshasa et 1 fois les bus dans le Grand Kasaï. Parce qu'il y a 3 fois la population du Grand Kasaï que 3 fois la population de Kinshasa qui absorbe la population du Grand Kasaï. Vous me comprenez? Si on ne connaissait pas ces chiffres-là et qu'on prenait 3 fois les bus, on les alloue au Grand Kasaï et 1 fois les bus on alloue à Kinshasa, on a fait une mauvaise répartition parce qu'on ne connaît pas la population. Donc, pour la conception d'une bonne politique publique transparente et correcte, il faut nécessairement qu'on connaisse la population de tout le pays et la répartition de cette population province par province pour être en mesure de décider d'une bonne politique publique. Cette politique-là aussi s'applique aux questions de recensement. Quand on va répartir combien de cartes d'électeurs il faut envoyer donc dans chaque province, il faut qu'on connaisse on a combien de gens potentiellement dans cette province-là. Donc, personnellement, je pense que ça fait trop longtemps qu'on a fait un véritable recensement à la République démocratique du Congo. Il faut qu'on en fasse le plus rapidement possible pour être à mesure de concevoir des politiques publiques qui fassent du sens et qui puissent aider le Congo à avancer.
Donc maintenant, quand est-ce qu'il faut le faire? Il faut qu'on le fasse immédiatement maintenant. On va utiliser ces données en partie pour l'organisation des élections en 2023, mais on va les utiliser aussi pour concevoir d'autres politiques publiques. La seule contrainte que nous avons, c'est que si on doit organiser le recensement de la population, nous devons garder à l'esprit que nous avons une date butoir. La date butoir doit être telle que ça nous permet d'organiser les élections et de respecter le calendrier électoral de 2023. On ne doit pas donc utiliser cela comme une excuse pour dire on n'a pas pu faire des élections jusqu'en 2023, on va reporter cela à 3-4 années plus tard. Ce n'est pas comme ça que nous devons fonctionner. Et donc, si voilà, ça nous prenait par exemple, pour une petite précision, comme cette entreprise-là qui a demandé 350 millions et le début effectif de ces travaux doit commencer plutôt en décembre 2022. Si ça nous prenait 2 ans par exemple, est-ce que comment il faudrait s'y prendre en ce qui concerne également les élections en 2023? Si pour faire ce travail-là, on a besoin de 1000 personnes, je donne un exemple, sur l'ensemble du territoire national, et que si on le fait à ce rythme-là, ça va nous amener jusqu'à la veille des élections. Il faut qu'on double le nombre de personnes qui travaillent là-dessus. Et les moyens à J'arrive. Au lieu donc de 1000 personnes, on va prendre 2 à 3000 personnes. Nous avons suffisamment de chômeurs dans notre pays qui peuvent travailler. Au lieu de travailler 8 heures par jour, les 2000 personnes vont travailler dans des shifts. 8 heures pendant la journée, 8 heures pendant la nuit, les autres 1000 personnes. Donc, au lieu d'arriver jusqu'en 2023, on va réaliser tout ce travail-là en une année et avoir encore suffisamment de temps pour organiser des élections. Donc, soyons imaginatifs en ayant comme contrainte la date butoir, c'est 2023, on doit tenir les élections. Maintenant, les étapes préparatoires, qu'on s'organise pour trouver des moyens tant humains, mais aussi matériels et financiers pour arriver à respecter cette contrainte-là. Là, il faudrait, je ne sais pas, je m'imagine que peut-être les pays vont beaucoup s'endetter parce que l'entreprise, par exemple, l'entreprise, là, elle a demandé 350 millions. Et estimons que 350 millions, c'est pour le nombre de 1000 personnes qui doivent travailler, 1000 matériels, tout est mis en place et ça englobe les 350. Si vous redoublez en termes de personnes qui doivent participer à ces processus de recensement, naturellement, vous allez redoubler également les moyens pour payer ces gens-là et les moyens qui ont été alloués aux élections peut-être seront réduits et donc pour faire les recensements, faire les élections, il faudrait encore s'endetter, je ne sais pas moi, pour une deuxième fois. Et là, est-ce qu'après les élections, comment ça va se passer? Est-ce que le pays... Je voudrais vous dire déjà, quand j'entends des chiffres de 350 millions présentés par une entreprise, je voudrais qu'on sorte un peu de la logique de complaisance. Okay. Cette entreprise, je ne sais pas comment elle a été sélectionnée. Et j'entends simplement parler d'une entreprise. Ces choses sont tellement importantes qu'il faut organiser un appel d'offres, une compétition ouverte. Mais quand vous écrivez le dossier d'appel d'offres, vous y mettez certaines contraintes que vous avez. Vous y mettez, nous appelons 4 ou 5 compagnies à soumissionner pour l'organisation du recensement. 1, la date limite doit être, la période de recensement doit être de tel moment à tel moment parce que nous avons comme contrainte l'organisation des élections en 2023. Les entreprises doivent savoir déjà ça. Quand vous présentez votre équipe, vous devez tenir compte de cette contrainte-là. Vous allez composer votre équipe de façon à faire le travail dans les délais requis. Ça, c'est la première chose. 2, vous devez, de façon transparente aussi, en recevant donc les offres, négocier avec chaque entreprise en tenant compte des contraintes financières. Vous dites à chacun d'eux, voici, à chacune d'elles, donc de ces entreprises-là, voici les contraintes financières que nous avons. Nous n'allons pas dépenser plus de 100 millions de dollars pour l'organisation des élections, du recensement. Si vous venez avec une enveloppe de 350 millions, vous êtes hors course. On va prendre le suivant. Donc, on doit éviter ces conflits d'intérêts-là, cette complaisance-là, qui donne les marchés à une entreprise et qui vous fait du chantage pour que vous puissiez leur donner autant d'argent sans d'ailleurs être sûr qu'ils vont faire le travail donc, dans les délais que vous avez donc exigés. Donc moi je pense que si nous bâtissons le dossier d'appel d'offres de cette façon-là, il y a lieu de pouvoir obtenir les meilleurs services à moindre coût pour tenir compte donc du calendrier que nous avons et respecter donc la date butoir d'élection en 2023. Bref, pour tenir compte de tout ce que vous venez d'expliquer, il n'y a rien qui peut empêcher l'organisation du recensement avant la tenue des élections, encore moins empêcher l'organisation de la tenue des élections en 2023. Moi, je dis que le tout, c'est une question de volonté politique. Okay.
quand on a une volonté politique et on veut réaliser certains objectifs dans un certain temps, on déploie tous les moyens pour arriver à réaliser donc cela. Il n'y a rien qui puisse, nous sommes quand même un pays de 100 millions d'habitants et nous avons 85% de la population au chômage. Si vous voulez utiliser, par exemple, faire certaines opérations de recensement, utilisez tous les étudiants dans les universités. Chacun de ces étudiants peut passer. Moi, j'ai vu ça aux États-Unis. On faisait le recensement de la population, les gens passaient d'une maison à l'autre. Et les gens qui font le recensement, là, qui viennent avec les bulletins que vous allez cocher, combien de gens sont dans la maison, de quel âge, ainsi de suite, ce sont des étudiants. Nous pouvons le faire. Nous pouvons déployer, si nous voulons qu'il y ait une volonté politique. Utilisons donc cette volonté politique pour convaincre tout le monde à faire certaines choses, parce que tout le monde est fatigué. Nous voulons que le Congo commence à se développer. Mais pour que le Congo se développe, il faut que chacun de nous participe. Et cette participation-là ne peut venir qu'avec l'intégrité, avec la détermination, avec la compréhension de tout le monde de ce que les autorités donc veulent réaliser. Mais si chaque fois qu'il y a une action lancée par les autorités publiques, qu'il y ait un leader politique qui se mette donc à contre-courant et qui commence à tirer dessus et qui décourage tout le monde, je pense que nous ne pouvons pas donc réussir. Donc, il faut qu'il y ait la volonté politique. Et la volonté politique ne veut pas dire simplement que c'est le chef de l'État qui décide et qui vous dit voici ce que nous devons faire. Ça implique que toute la classe politique adhère à une certaine vision et que cette classe politique arrive à convaincre toute la population à faire les choses donc d'une certaine façon. Un dernier mot ou un dernier message au public qui vous suit? Moi, le dernier message que je donnerai revient sur la composition du gouvernement. Ok. Combien est-ce que je peux le répéter encore? Ça fait pratiquement depuis le mois d'octobre que nous n'avons pas de gouvernement ici. Le Congo est confronté à une montagne de défis de développement. Nous ne pouvons pas régler cette montagne de défis de développement en tournant les pouces, en restant chaque jour qui passe est une journée de perdu. C'est-à-dire c'est une occasion ratée de pouvoir régler un défi de développement. Et on ne pourra régler ce défi de développement que si nous avons une équipe au complet. Je voudrais demander encore une fois de plus au président de la République, au Premier ministre, d'accélérer le processus de mise en place du gouvernement. Mais je voudrais demander surtout au regroupement politique, les soi-disant les poids lourds de notre politique nationale. Vous n'êtes pas poids lourd jusqu'à ce que vous commenciez à participer à la résolution des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Si vous gênez la mise en place du gouvernement, vous êtes un poids léger. Je demande à tout un chacun de nous de faire le maximum pour permettre au Premier ministre de finaliser la composition du gouvernement. Si vous n'êtes pas membre du gouvernement, ce n'est pas la fin du monde. Si vous avez été déjà ministre avant, vous avez déjà donc été, on vous appelle Excellence, donc vous allez vous contenter donc de cela. Mais laissez que le Premier ministre soit libre de pouvoir constituer un gouvernement qui nous représente valablement, un gouvernement composé de nouvelles personnes, parce que le peuple aspire au changement, des personnes intègres, des personnes ayant une moralité, mais surtout des personnes ayant une technicité et qui n'ont pas de casier judiciaire. Si nous acceptons de faire cela, je pense que nous pouvons avoir un gouvernement rapidement, un gouvernement qui va se mettre au travail, parce que les défis sont tellement énormes qu'on n'a plus besoin de pouvoir attendre de commencer donc à les régler. Donc pour répondre au Premier ministre, c'est urgent. Et l'urgence veut dire ici, pas précipitation, mais urgence veut dire qu'on puisse commencer à travailler immédiatement sur les défis de développement. Et nous avons trop attendu, on ne peut plus parler de précipitation après un mois des discussions back and forth entre les différents acteurs politiques. Et je pense même que nous avons fait preuve de lenteur dans la désignation des membres du gouvernement. Il faut qu'on puisse arriver à clôturer ce chapitre-là, qu'on puisse commencer à travailler sur les défis de développement de notre pays. Si vous militez pour vos intérêts égocentriques, vous êtes poids léger. Merci Dr Noël Tchani, Modiam Vita, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, nous sommes à la fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager le lien à vos amis et connaissances. Demandez-leur de s'abonner massivement afin de soutenir Chancela Tchala News. Vous avez besoin d'un partenariat pour la publicité de vos objets, de vos produits, de vos affaires. N'hésitez pas de nous contacter. Le numéro, il est tout simplement affiché sur vos écrans. Merci à Ndouzi qui fait derrière la caméra pour la réalisation. Madame, messieurs, retrouvez-moi dans un tout prochain numéro sur Chancela Tchala News. À très bientôt.